Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Retour sur la controverse Ronna McDaniel. Qui est-elle? C'est l'ancienne présidente du Comité national républicain. Elle a été brièvement embauchée comme analyste par le réseau NBC. Je dis brièvement parce que ça n'aura duré que quelques jours en raison de tout un tollé. On en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane! Salut Alexandre, oui, ça a été un aller-retour super rapide, payant probablement pour ses Mme boîtes, hein? Je pense que les boîtes étaient même pas encore déplacées. Elle a à peine eu le temps d'aller présenter son bout de nez chez NBC qu'elle s'est fait montrer la porte après des négociations longues et je dirais sérieuses avec la haute direction de NBC et de MSNBC, qui est la version plus woke et à gauche de NBC. Déjà qu'NBC n'est pas particulièrement centre, je dirais que c'est centre mou, centre gauche. MSNBC, certainement la version woke, encore une fois. Alors, elle n'a pas eu beaucoup de temps parce qu'il y a eu, tu le disais, tout un tollé, tout un mouvement de protestation pour contester le fait qu'elle puisse devenir analyste politique. Alors, on me dira pourquoi parler de ce qui se passe aux États-Unis. Ça semble loin de chez nous. Je pense qu'au contraire, c'est très symptomatique d'une hypocrisie absolument puante, mais je pèse mes mots, de la part d'une certaine classe médiatique qui fait du deux poids, deux mesures. Alors, je t'annonce le punch, il y a un lien avec M. Trump et c'est toujours dans ces circonstances-là que le deux poids, deux mesures a le plus d'effet. Alors, tu le rappelais, c'est l'ancienne patronne du Parti républicain. Elle était aux manettes en 2020 lors des élections. Elle a dit, aux côtés de M. Trump et d'autres républicains, que les élections ne s'étaient pas déroulées dans les meilleures circonstances. Elle a même, du bout des lèvres, appuyé cette idée que c'était des élections volées. C'est pas la seule, c'est certainement pas exemplaire. Mais dans l'histoire des États-Unis, je dirais que la différence fondamentale, c'est est-ce que les personnes qui parlent d'élections volées se sont éventuellement ralliées à la décision que le dossier était fermé? En 2016, Mme Clinton, par exemple, avait très ouvertement dit c'est des élections qu'on nous a piquées à nous, les démocrates, les républicains ont pataugé dans toutes sortes d'affaires puantes. En 2000, Al Gore s'est rendu jusqu'en Cour suprême en raison de ce qui s'était passé en Floride. C'est pas nouveau. La différence en 2020, c'est que le président de l'époque, et encore aujourd'hui, M. Trump, dit on se les a fait voler, j'accepte pas. Enfin, il a fini par accepter le résultat puisqu'il est parti, mais vraiment, je dirais, sans jamais donner l'impression que l'affaire avait été nettoyée. Alors, Mme McDaniel, le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'elle a perdu son job au Parti républicain, justement parce que elle n'était pas suffisamment derrière M. Trump. Mme McDaniel, c'est la nièce de Mitt Romney, l'ancien candidat républicain en 2012, sénateur républicain influent à Washington, qui a été remplacé à la direction du Parti républicain par la belle-fille de M. Trump. Je n'inceste pas davantage. Oui, c'est un peu incestueux tout ça. Est-ce que la compétence est la première des qualités recherchées? J'en sais rien. Une certaine fidélité. Donc, elle a perdu son job et NBC se dit ça serait une bonne idée qu'on ait dans notre carquois une flèche ou deux qui serait moins à gauche, moins alignée sur les démocrates. Donc, pourquoi pas l'ancienne patronne du Parti républicain? Des semaines de négociations, très gros contrat pour ce qu'on en comprend, 2 ans garantis, initialement à la NBC, puis éventuellement on lui tord le bras, on lui dit « Pourrais-tu aussi aller à la MSNBC? » Je le répète, la version plus woke de la chaîne. C'est là que sévit Rachel Maddow, qui n'est pas un exemple d'objectivité journalistique pour dire le moins. Donc, on finit par la convaincre. Et dimanche dernier, c'est là évidemment que le feu pogne aux poudres. Elle est invitée à Meet the Press, qui est un genre de joute à NBC hebdomadaire. L'émission du dimanche matin, c'est la plateforme pas très, très écoutée, mais influente, disons, à Washington, où les politiques vont faire face à quelques journalistes. Elle est invitée, Mme McDaniel, à Meet the Press, mais là, on apprend que l'animatrice a su à la dernière minute qu'elle était aussi payée et qu'elle devenait une collaboratrice régulière, une color woman, une analyste politique. Et là, c'est scandale, on l'a imposé, elle peut pas être rémunérée pour émettre ses opinions. Et l'ancien animateur de l'émission, Chuck Todd,
pète sa coche. L'émotion, mais alors là, vraiment débridée. NBC devrait s'excuser auprès de l'animatrice pour ce qu'ils t'ont fait. C'est un scandale. Cette personne est infréquentable. Il faut voir que pendant des années, comme patronne du Parti républicain, on se battait pour l'avoir sur les mêmes émissions, puisqu'elle était patronne du Parti républicain. Et dans tout ça, la question, c'est, encore une fois, le deux poids, deux mesures. Parce que NBC a à son antenne John Brennan, l'ancien patron de la CIA, qui a menti ouvertement au Sénat, je répète, menti ouvertement au Sénat, quand on lui a demandé si oui ou non la CIA avait espionné un comité du Sénat. Puis il a dit non, 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 alors que c'était totalement faux, comité consacré aux affaires d'espionnage. On lui a demandé de s'excuser, il ne l'a jamais fait. Est-ce que c'est un risque pour la démocratie? Joy Reid, une animatrice les week-ends à MSNBC, on a découvert, après qu'elle fut embauchée, que pendant des mois, sinon des années, sur ses réseaux sociaux, elle avait eu des commentaires archi-homophobes. Archi-homophobes. Alors peut-être que ça menace pas la démocratie, mais en toutes circonstances, on se dit, on tolérerait pas ça. On l'a accepté. Sur l'affaire du Russia Gate, qui a occupé, animé les États-Unis pendant des mois où on disait président Trump, c'est le pantin de M. Poutine. Il est à leur merci parce qu'ils ont de l'information compromettante, ce qu'on appelle en russe de la compromat, sur la foi de ce qu'on a appelé aussi de ce qui est le dossier Steele, du nom d'un ancien agent britannique qui aurait fourni ces renseignements. Longue enquête qui a été faite par M. Mueller, qui a abouti à rien. L'histoire a été complètement démontée par le Columbia Journalism Review. C'est faux. Ça a été le pain et le beurre de Mme Maddow, qui est la grande vedette de la MSNBC, pendant des années. Ça fonctionnait, ça marchait, c'était le seul carburant dans le réservoir. Jamais ils ne se sont vraiment excusés d'avoir monté en épingle une affaire qui, au total, n'est pas avérée. Est-ce que c'est vraiment de l'information? On peut se poser la question. Plus loin encore, puisque dans le cas de Mme McDaniel, la collaboratrice qui finalement a été engagée 12 minutes et quart, on dit on peut pas avoir à notre service quelqu'un qui met en danger la démocratie, parce que c'est ce qu'on lui reproche, ancienne patronne du Parti républicain. Soit. En 2020, quelques semaines avant les élections, tu le sais, parce qu'on ramène souvent l'affaire, l'ordinateur de Hunter Biden, pardon. L'ancien patron de la CIA accepte, à la demande d'Anthony Blinken, qui deviendra le secrétaire d'État, l'ancien patron par intérim de la CIA, accepte de consulter ses amis et contacts dans le monde de la sécurité nationale pour signer une lettre ouverte dénonçant le fait que l'ordinateur du fils du candidat Joe Biden n'est qu'une opération d'intoxication menée par les services secrets russes. Or, à ce moment-là, le FBI détient l'ordinateur. C'est que ce n'est pas vrai. On peut parier qu'une majorité d'entre ceux qui signent la lettre savent ça. Est-ce que c'est un déni de démocratie? Est-ce que c'est une forme de désinformation? Alors, je ne discute même pas de ce qu'on a retrouvé ou non sur l'ordinateur. Mais on vit très, très bien aujourd'hui avec l'idée qu'on a publié une lettre, que ces gens-là se sont manifestés sur plein de tribunes, y compris beaucoup à NBC et à MSNBC, pour dire attention, attention, on est à risque d'être intoxiqué par les Russes, alors que la plupart de ceux qui le disaient savaient très probablement que c'était faux. NBC a participé à ça comme d'autres médias. Et M. Brennan, qui est un des signataires de la lettre, est aussi un collaborateur régulier. Alors, quand on parle de menace à la démocratie, je dis, comment se fait-il? Alors, ça n'enlève rien des responsabilités que peut-être Mme McDaniel a, mais comment se fait-il qu'il y ait toujours ce deux poids, deux mesures, et particulièrement quand on est associé ou associable à Donald Trump? C'est comme si on disait, les conservateurs, ça serait le fun qu'il y ait un point de vue entendu, encore une fois, à la Joute ou ailleurs, mais il y a deux personnes qu'on ne pourra jamais avoir, c'est Éric Duhaime et Pierre Poilievre. Parce que ceux-là, vraiment, sont disqualifiés. Ils sont pas bons. C'est pas la bonne version de ce que sont les conservateurs.
Et pourtant, Stéphane, lorsqu'on écoute, par exemple, des panels ou des émissions politiques, moi, c'est ce que je trouve intéressant, d'avoir toutes sortes de points de vue, des points de vue de Mhm. gauche, des points de vue de droite, puis c'est ce qui alimente le débat. Est-ce qu'on est en train de créer, du côté des États-Unis, en tout cas, un dangereux précédent? On est à quelques mois de l'élection. Euh, C'est pas un précédent parce que c'est vrai à répétition. Et d'ailleurs, la c'est une riposte, répétition la d'événements. parade, c'est fréquent, ça arrive, et c'est toujours évidemment un cas spécial fait pour M. Trump et ses électeurs. On oublie au passage que c'est à nouveau le candidat du Parti républicain, mais il serait défectueux, donc il est normal de ne pas entendre sa parole ou de disqualifier ceux qui, de près ou de loin, auraient été liés à lui. Et la Deviennent des parade, je vais dire, chez infréquentables. NBC, Hein? évidemment qu'ils sont infréquentables. Et la réponse, c'est oui, oui, ça nous prend des voix conservatrices fortes, des voix républicaines, mais pas celles de MAGA, du mouvement de M. Trump, qui aujourd'hui contrôle le Parti républicain, est le candidat du Parti républicain et représentait, à tout le moins aux dernières élections, à peu près 75 millions d'électeurs. Alors, il y a des bons républicains, il y a des mauvais républicains, et c'est un exemple patent. La direction d'NBC l'a engagé. Ce sont des gens, on parle d'NBC News, le service d'information, donc ils ont fait, j'imagine, ce qui est le b.a.-ba de la due diligence, c'est-à-dire que tu t'assures que tout est correct, que c'est une personne que tu vas avoir, qu'elle répond à tes critères, jusqu'à ce qu'il y ait ces cris, mais effrayés de la part des journalistes qui ont dit non, 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 pas chez nous, elle ne viendra pas, on refusera parce que nous, on se tient debout pour la démocratie. Je dis, ben, si vous vous tenez debout pour la démocratie, il y a peut-être des questions que vous avez à vous poser avec certains de vos autres collaborateurs. Pourquoi non? C'est certainement extraordinairement embêtant. Et ça risque d'être encore vrai pour les prochaines semaines, les prochains mois. Toujours, quand vient le temps de traiter M. Trump, c'est avec non seulement des pincettes, mais le déboucher en se tournant la tête et en disant, il n'est pas question qu'on fasse affaire avec vous et qu'on puisse vous entendre. C'est une négation du réel. On peut ne pas aimer, je comprends très très bien, on peut même penser qu'ils disent des choses odieuses, mais tu peux Ça pas lui faire arrive. comme si ça n'existait pas. Ah, évidemment. À contact, Stéphane, un banquier d'affaires dissident. C'est un épisode passionnant. Tu me diras qui suis-je pour vanter ma propre camelote. Je suis l'animateur. Il y a des fois où je suis plus convaincu que d'autres. Tu parles à l'émission depuis une semaine, 10 jours de déficit et qui font peur. Déficit à Québec, 11 milliards. Déficit annoncé en Ontario de 9,8 milliards. En France, est-ce que tu connais le montant du déficit qui a été confirmé cette semaine? Non. Combien? Alors, c'est 110,6 milliards Wow. d'euros, 165 milliards de dollars canadiens, On n'est pas si pire, finalement. 5,5 du PIB, du produit intérieur brut. C'est énorme, c'est la panique dans les bambous. C'est pas la première fois qu'on panique sur des questions de déficit ou de dette. Or, mon banquier d'affaires, Raphaël Rossello, a écrit un petit livre dans lequel il dit en fait, il pose une question, il fait une hypothèse. Est-ce qu'il est possible que depuis une cinquantaine d'années, dans nos grandes économies occidentales, on ait artificiellement créé de la croissance en s'endettant? Est-ce que les déficits, je dirais pas à répétition, mais renouvelés, parce que c'est très, très, très rare qu'on arrive kiff-kiff, on est plutôt dans le rouge régulièrement. Est-ce que ces déficits et la dette qui s'accumule est le carburant que nous avons employé pour masquer une productivité qui n'était pas à la hauteur de nos besoins parce qu'on veut tout maintenir. T'en parles souvent. On veut des garderies, on veut de la santé, on veut ci, on veut ça, avec une gestion qui est souvent calamiteuse. Or, nos économies manquent de moyens. Nos économies sont pas toujours à niveau. Nos économies ont des problèmes de productivité. C'est ce que la Banque du Canada, d'ailleurs, a souligné un peu plus tôt cette semaine, si je me trompe pas, en disant, attention, il y a un vrai risque, y compris d'inflation, si on n'est pas plus performant. Alors, il nous soumet cette hypothèse qui est intéressante, mais qui soulève des questions plus inquiétantes, celle-là. Est-ce que notre richesse est artificielle? En fait, est-ce qu'il y a une décorrélation entre ce qu'on appelle la richesse et la valeur? Est-ce que notre richesse repose sur des valeurs qui n'existent pas, des valeurs boostées? C'est vrai pour le régime des actions dans le monde de la bourse, c'est vrai pour les maisons et les appartements que nous occupons. Et lui prétend que oui, la véritable valeur et non richesse qui est la nôtre dans un monde qui ne serait pas boosté
aux chiffres de déficit et de dette, c'est 2 à 3 fois moins que ce qu'on lit quand on a notre petit bilan mensuel. C'est pas un hasard si le cours de l'or, depuis de nombreuses années, est complètement verrouillé. C'est un cartel, le prix de l'or, contrôlé par quelques joueurs. C'est moins vrai, par exemple, pour le Bitcoin et d'autres monnaies semblables qui, on l'a vu, ont explosé. L'or, historiquement, permettait de créer une espèce de constante où on se disait, si on se met à imprimer de l'argent, l'or devrait inévitablement augmenter aussi parce que ça va compenser. Or, c'est jamais arrivé. Et il dit, s'il fallait qu'on se mette c'était une approximation, mais s'il fallait qu'on se mette à acheter l'or au prix réel, compte tenu de tout l'argent qu'on a imprimé qui est en circulation, l'once d'or vaudrait 25 000 30 000 alors qu'aujourd'hui, on est à 2 200. C'est passionnant. Il remet en question aussi ce qu'on appelle la mondialisation heureuse, cette idée que ça a solutionné tous nos problèmes. Au contraire, c'est plutôt l'inverse. Lui, il parle, parce que on s'est beaucoup réjoui et en même temps indigné de ce qu'on faisait faire nos produits de consommation à bas prix ailleurs dans le monde. Mais c'est un transfert de richesse, c'est-à-dire que on a pris une partie de nos revenus, on les a envoyés ailleurs, et c'est vrai, ça a été bénéfique. Il y a certains pays, même s'ils n'ont pas notre niveau de vie, où les gens gagnent mieux leur vie, parce qu'il y a une partie de la production anciennement établie dans nos pays qui est établie maintenant là-bas. Mais il fait le calcul, que plus ou moins 500 millions de citoyens de nos pays en Occident ont été fragilisés par cette mondialisation. En fait, c'est comme si on avait délocalisé, l'expression, quand on parle de délocaliser des entreprises, délocaliser aussi une partie de notre classe moyenne. Et quand on se demande comment ça se fait qu'il y a du populisme, comment ça se fait que, alors que l'économie apparemment va bien, les gens chialent, parce que la réalité, c'est que les bénéfices sont pas équitablement distribués et qu'il y a plein de gens, y compris des ouvriers, c'est un mot qu'on oublie souvent, il y en a de moins en moins, mais des gens qui étaient des ouvriers dignes, qui gagnaient bien leur vie, qui ne la gagnent plus, justement parce que à la faveur de cette mondialisation, il y a beaucoup, beaucoup de richesses qui s'est transférée ailleurs. Alors, on dit on a gagné, le marché a gagné. Et c'est une des choses qu'il dénonce en disant nous avons financiarisé nos vies et on est gouverné par des managers, y compris nos politiques, qui appliquent la logique du tableau Excel. Si c'est vrai dans mon tableau Excel, c'est que c'est vrai dans la réalité. S'il pleut dehors, mais que la météo sur mon ordinateur dit qu'il fait soleil, c'est qu'il fait soleil. Ne regarde pas dehors. C'est une logique totalement perverse, mais on assiste à ça à répétition. Puis derrière ça, c'est la négation du réel sur tous ces fronts. Ça me ramène à ce dont on parlait il y a quelques semaines quand on parlait de Boeing et de ce qu'on accepte aujourd'hui de construire des avions en ne respectant pas ce qu'étaient les normes de sécurité parce que dans le réel, c'est peut-être pas si grave. Si on a dit que les boulons sont là, c'est qu'ils doivent être là. Et ça pose de vraies questions. Dans combien de temps allons-nous nous réveiller en constatant que le monde fonctionne pas aussi bien qu'on espérait qu'il fonctionne. À force de nier ce qu'est le réel, on s'expose à ce qu'ils reviennent cogner à la porte très bruyamment, sinon violemment. Je sais pour Pâques, c'est pas la meilleure façon de lancer le congé, mais on peut être d'accord ou pas d'accord avec Raphaël Rossello. C'est un banquier d'affaires, 75 ans, une carrière extraordinairement réussie. Il a amené 100 entreprises en bourse. Il travaille avec des gens qui ont les deux mains dans le réel, qui créent de la valeur et qui, d'une certaine façon, crachent dans sa soupe. Parce que lui, le monde l'a récompensé, il est riche. Et la financiarisation, ça l'a probablement aidé. Et il est d'ailleurs un petit peu en contradiction avec ses amis qui disent « Mais pourquoi tu nous racontes ces histoires-là? » Alors, il est avec nous à Contact. Je crois que c'est très instructif. Raphaël Rossello, banquier dissident. Et on va se laisser d'ailleurs, Stéphane, avec un extrait du témoignage de ton banquier dissident. Merci, Stéphane. Salut. Ciao. Ma petite croisade, elle est contre le néolibéralisme. Que le libéralisme était une aspiration. Le néolibéralisme est une méthode de gestion. Le libéralisme était fait de leaders, de gens qui avaient une vista. Aujourd'hui, ce sont des managers. Notre président en France, mais votre Premier ministre au Canada, ce sont des managers. Et comme ils ont appris dans leurs écoles de commerce ou d'administration que le monde pouvait se gérer
par des concepts. Ils sont redoutables quand on rentre dans le concept, en oubliant de voir sur quoi repose le concept.